Aujourd'hui sur la Minute Agile, nous allons parler de la prédictibilité. Pour traiter ce sujet, on va le traiter en deux parties. La prédictibilité à court terme et la prédictibilité à long terme. C'est deux façons de faire qui sont assez différentes. Pour la prédictibilité à court terme, donc le premier point qu'on voit aujourd'hui, il faut comprendre qu'elle est relativement simple à faire. On va prendre ce board qui représente un graphe de vélocité et sur cette vélocité, nous allons tout simplement prendre la moyenne des 3 derniers sprints, donc la vélocité des 3 derniers sprints. Donc ici, comme vous pouvez le voir, 25 pour le premier sprint, 35 pour le deuxième et 30 pour le troisième. Donc on va prendre la moyenne qui est de 30 et le product owner, sur les prochains sprints, pourra imaginer une capacité de faire à peu près de 30. Si vous ne connaissez pas le terme de vélocité, j'ai justement fait une vidéo juste avant pour vous expliquer, n'hésitez pas à la voir, c'est quand même un indicateur important et très utilisé en Scrum. Donc à bien différencier, la vélocité, c'est le nombre de points d'effort en donne à la fin du sprint et la capacité, c'est la capacité de faire de l'équipe sur les prochains sprints. Donc c'est prévisionnel. Maintenant qu'on a notre moyenne, on va essayer de dire le prochain sprint sera 30, 30, 30. Évidemment, si on a des absences de prévues, on va diminuer. Donc avec cette capacité de 30, on va considérer que chaque sprint fait à peu près 30 en prenant évidemment les absences en compte. Donc attention, par contre, c'est un outil pour aider les product owners pour se faire une vision et préparer les prochains objectifs. En revanche, en sprint planning, seule l'équipe de développement valide sa capacité de faire. Donc si l'équipe pense que sur ce sprint-là, elle ne sera pas capable de s'engager sur les fameux 30 points qu'on avait prédits, c'est elle qui aura raison et le product owner va devoir s'adapter à la situation pour proposer un objectif qui est réalisable et sur lequel l'équipe de développement est prête à s'engager. Cependant, c'est quand même un outil utile pour notre product owner parce qu'il a beaucoup moins de travail à faire en sprint planning s'il a déjà une vision de ses objectifs et même si quelque part ces objectifs peuvent être challengés, il y a peu de chances que l'équipe de développement, quand on est à 30, va nous dire « Ah non, nous, notre capacité de faire, c'est 10 ». Il y a quand même assez peu de chances. Donc, ils vont être quand même assez proches de cette capacité qui a été prédite et donc ça va permettre quand même d'avoir un sprint planning beaucoup mieux organisé. Donc pour conclure sur cette prédictibilité à court terme, on prend les 3 derniers sprints, donc les vélocités des 3 derniers sprints, on en fait une moyenne et on prédit à peu près le nombre de choses que pourront faire les développeurs à la suite. Mais attention, comme je le disais, c'est l'équipe de développement qui valide en sprint planning sa capacité de faire. Donc, s'ils pensent qu'ils ne seront pas capables de faire cet objectif qui avait été imaginé par le product owner va devoir s'adapter. Passons maintenant à la prédictibilité à long terme. En effet, cette prédictibilité est un peu plus complexe à mettre en place. Donc, avant même de rentrer dans l'exercice, n'oubliez pas, la prédictibilité est basée sur des estimations et l'estimation n'est pas une science exacte. L'estimation est toujours fausse, dans le sens où ce qu'on a prédit ne sera pas forcément le résultat de ce qu'on va livrer. Et ceci est vrai dans tous les univers de gestion de projet, qu'on soit en agile, qu'on soit en waterfall ou autre. Alors, pour faire une prédictibilité à long terme, en général, déjà la première chose à faire, c'est de faire une estimation de masse. Alors l'estimation de masse, c'est une estimation rapide. Si vous partez d'un story mapping, on va prendre l'ensemble des US qui ont été estimés sur notre story map, et on va faire un extreme quotation qui est une façon de voter. Donc en gros, par exemple, en 40 minutes, nous allons faire une estimation de 50 à 100 user stories ou autres items. Cela permet de faire une estimation rapide, contrairement à un atelier comme le poker planning qui est lui plutôt une estimation affinée. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo prochainement d'ailleurs sur l'extreme quotation. Il y a plusieurs variantes, mais moi je vous donnerai une de mes variantes que j'apprécie particulièrement. Maintenant, pour la prédictibilité à long terme, je vais vous proposer 2 niveaux différents. Le premier niveau, c'est comment prédire sur un produit qui est déjà en cours de développement, donc comment prédire l'avenir de ce produit. Et la deuxième, qui est vraiment différente, c'est comment prédire l'avenir du produit alors qu'on ne l'a pas encore commencé. C'est d'ailleurs un atelier qu'on a inclus dans le framing agile pour connaître la date d'atterrissage par rapport au backlog qu'on a imaginé de notre produit. Bien évidemment, il ne faut pas oublier qu'un backlog, ça vit. Il y a des choses qui vont se rajouter, des choses qui vont s'enlever, voire des choses qui vont s'améliorer. On reste sur un scope variable, on est agile. Alors pour le premier point, ce qui est souvent utilisé, c'est le burn-up chart. Donc le burn-up chart, comme vous pouvez le voir, et on a une courbe bleue qui représente le nombre de vélocités qu'on va atteindre, donc le nombre de vélocités globales de notre backlog. Et la ligne rouge en dessous, c'est notre parcours actuel qui va normalement un jour rejoindre peu à peu cette courbe-là.
En général, on remplit ce burn-up chart toutes les fins de sprint, hop, on rajoute tout ce qui en donne et en fait, on compte le nombre de points d'effort de notre incrément, donc indirectement notre vélocité supplémentaire de chaque sprint. Normalement, votre ligne de backlog, elle doit pouvoir monter, descendre. Un produit, ça vit. Donc, une ligne bleue qui est horizontale, à mon avis, il y a un problème. Donc, un produit, ça peut vivre, ça peut monter, ça peut descendre. C'est l'intérêt de travailler en agile, c'est qu'on a toujours des choses à améliorer, voire des choses à revoir sur notre produit. En effet, sur notre produit, on est en apprentissage continu. Moi, dans ce cas, en général, vu que souvent on est pris par des délais, je vais plutôt baser ce burn-up chart sur notre MVP ou notre MMP. Comme ça, on sait exactement dans quelle direction on va et surtout pour avoir le minimum à livrer en production. Et évidemment, quand les entreprises vous bloquent au niveau des délais et des coûts, forcément, c'est un indicateur ultra important. Et donc, à présent, vous voyez, on voit notre courbe, on peut faire une projection, pam, et on sait à peu près quand on va atterrir. Et si on fait ça à la fin de chaque sprint, notre projection va bouger et on va pouvoir s'adapter à la situation. Soit revoir peut-être ce qu'on va livrer, soit peut-être rajouter du budget ou du délai, mais au moins on a cette capacité de ne pas attendre le dernier moment pour agir et trouver des solutions lorsqu'on rencontre un problème. Pour la prédictibilité à long terme, il y a aussi l'autre problème, c'est quand on ne connaît pas notre vélocité. Et en effet, on ne la connaît pas forcément, surtout quand on démarre un produit, on n'a pas de vélocité, donc là, on va plutôt utiliser un release board. Comme vous pouvez le voir, voilà à quoi ressemble un release board. Donc notre release board, c'est ça, c'est très simple, c'est avec des bacs, sprint 1, sprint 2, sprint 3, qu'on va utiliser pour avoir une prévision des premiers sprints. Donc en général, ce que je fais, c'est que je vais demander à l'équipe de développement dans son intégralité de me préparer un premier sprint qu'ils sont capables, selon eux, de réaliser. Et à partir de là, on va avoir une vélocité estimée, qu'on pourrait dire une capacité estimée également, de ce qu'ils sont capables de produire lors du premier sprint. Donc c'est super important. Par contre, une équipe de développement a tendance à être optimiste, elle ne voit pas les problèmes, donc il faut les rechallenger sur cette capacité qu'ils ont imaginée en leur disant, vous savez, vos serveurs, ils peuvent tomber, vous pouvez avoir d'autres problèmes rencontrés, peut-être des analyses supplémentaires parce que vous aviez sous-estimé le travail de certaines choses. Et à ce moment-là, on va proposer à l'équipe de revoir leur capacité en imaginant des problèmes qu'ils peuvent rencontrer. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser un board à côté pour pouvoir poser tous les types de problèmes que l'équipe imagine pouvoir rencontrer lors du produit. Et quand nous avons cette capacité, il suffit dans chaque bac ensuite d'imaginer la capacité. Donc là, en imaginant qu'on ait une capacité de 25, sur le bac 2, on va mettre 25, 25, 25. Et si un bac qui représente un sprint tombe pendant des vacances scolaires comme l'été ou comme Noël, on va leur demander de baisser considérablement cette capacité parce qu'on sait pertinemment qu'un grand nombre de personnes prennent des congés à ce moment-là. Alors bien évidemment, ce n'est pas une science exacte, mais ça permet déjà de se faire une première projection de là où on va atterrir avec notre produit. Et quand on est dans des environnements où les coûts et les délais sont fixes, ce qui arrive quand même régulièrement dans les grands groupes, ça nous aide quand même à avoir une bonne prévision. En revanche, si vous utilisez le MVP et le MMP, donc avant de livrer, vous avez un minimum requis obligatoire à respecter. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est que sur la capacité globale, donc de l'ensemble des bacs, je vous conseille fortement de prendre MVP plus 30% et de ne pas vous bloquer au MVP parce que un MVP, ça peut bouger. Il peut y avoir des choses qui s'enlèvent, des choses qui se rajoutent parce qu'on apprend à force d'avancer sur le produit, mais on peut également rencontrer d'autres problèmes qu'on n'avait pas imaginés au démarrage. Du coup, vous vous mettez une petite barrière de sécurité pour que votre prédiction soit plus juste malgré tout. En revanche, il ne faut jamais oublier, la prédictibilité n'est pas une science exacte. Il y aura sûrement des mauvaises surprises et parfois des bonnes surprises, mais néanmoins, vous êtes quand même dans un cadre un peu plus sécurisé. Et ce qui est très important, c'est que l'équipe ne soit pas contrainte constamment d'aller chercher du budget parce qu'elle a mal prédit. Et attention, la prédictibilité peut être relativement complexe. Ces techniques de prédictibilité sont également utilisables lorsque vous êtes en no estimate. En effet, en no estimate, on ne va pas estimer, alors estimer dans le sens affiner les estimations lors de nos sprints. En revanche, ça peut être intéressant d'avoir quand même une vision de l'arrivée de certaines fonctionnalités pour que le service marketing, le service commercial ou autre s'adapte par rapport à ce qui va arriver. Donc, c'est assez intéressant de leur donner une projection. Ah, cette fonctionnalité va arriver à peu près là. Et donc, par exemple, le service marketing va peut-être s'adapter pour
que leurs travaux de leur côté apparaissent à peu près au même moment. Voilà, j'espère que vous savez tout maintenant sur la prédictibilité. Il y a d'autres façons de faire. Moi, je vous ai proposé celles que je mets en général en place. Et j'espère qu'elles vous aideront énormément. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Les commentaires sont faits pour ça. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur l'icône de notification afin de pouvoir recevoir en notification nos dernières vidéos. Et j'espère que cette vidéo d'ailleurs vous a plu. S'il y a des mots dans la vidéo que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me demander. Je ferai une petite vidéo def pour vous aider à mieux comprendre certains termes. J'espère que cette vidéo vous a plu et nous on se retrouve dans une prochaine Minute Agile.